Si quelqu'un m'avait dit qu'après 40 ans de mariage, je découvrirais que toute ma vie n'avait été qu'un mensonge, j'aurais ri. Je me considérais comme une femme chanceuse, mariée à un homme bien, mère de 3 enfants merveilleux, vivant une vie paisible dans une petite ville du sud-ouest de la France. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour, en regardant en arrière, je me rendrais compte que tout n'avait été qu'une immense illusion. Mon nom est Claudine. Je suis née et j'ai grandi dans un village où tout le monde se connaît, où les potins circulent plus vite que le vent, et où il semble impossible de cacher le moindre secret. Mes parents étaient des gens simples et travailleurs. Ils m'ont élevée, avec des valeurs solides, et m'ont appris que le mariage était pour la vie. J'ai grandi en croyant à cela. Jean est apparu dans ma vie quand j'avais 18 ans. Il était charmant, plus âgé que moi, avec cette manière de parler comme s'il avait toujours les bons mots. Ma mère l'aimait bien, mon père le respectait, et très vite, nous nous sommes mariés. Tout est allé si vite que je n'ai même pas pris le temps d'y réfléchir. J'avais l'impression de vivre un rêve. Les premières années de notre mariage furent difficiles. Jean travaillait dans le commerce et moi je m'occupais de la maison. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous nous avions l'un l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons eu 3 enfants, et ma vie tournait autour d'eux. Jean était un père présent, il jouait avec les enfants, leur racontait des histoires, les faisait rire. Je le regardais, et je me sentais reconnaissante. Je croyais avoir trouvé un vrai compagnon. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer que Jean était un homme plein de secrets. Il voyageait souvent pour son travail, disait devoir régler des affaires dans d'autres villes, toujours avec une excuse toute prête. Je n'ai jamais douté de lui, car j'avais été éduquée à faire confiance à mon mari. Parfois, une petite voix en moi murmurait que quelque chose clochait. Les voyages trop longs, les appels étranges, les comptes bancaires qui ne concordaient pas. Mais j'ignorais ces signes. Quand on aime, on trouve des excuses pour tout. Les années ont passé, et Jean est devenu un homme respecté dans notre communauté. Tout le monde l'appréciait. On disait qu'il était travailleur, honnête, un exemple de mari et de père. Je le croyais de tout mon cœur. Je ne voulais pas voir ce qui était sous mes yeux. Ce n'est qu'après sa mort que la vérité a éclaté. Ce matin-là, je me souviens m'être réveillée tôt. Jean n'était déjà plus au lit, ce qui n'avait rien d'étonnant. Il disait toujours qu'il aimait prendre son café seul pour réfléchir. Je suis descendue et je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, le regard perdu. Il m'a regardée d'une drôle de manière, comme s'il voulait me dire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a simplement souri. Un sourire faible, vidé de toute lumière. Il m'a dit qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de repos. Je ne savais pas que ce seraient ses derniers mots. Quelques heures plus tard, j'ai reçu l'appel qui a changé ma vie. La voix au bout du fil était celle d'un infirmier de l'hôpital de la ville voisine, Montauban. Il m'a dit que Jean avait été victime d'une crise cardiaque foudroyante. Ils avaient tenté de le réanimer, mais en vain. Mon monde s'est arrêté à cet instant. Je me suis précipitée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Jean était parti, sans même que je puisse lui dire adieu. Je suis restée là, figée, regardant son corps sans y croire. Je venais de perdre l'homme avec qui j'avais partagé toute ma vie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début. Le pire restait à venir.
car ce n'est qu'après la mort de Jean que les secrets ont commencé à surgir. Et lorsqu'ils ont surgi, ils ont anéanti tout ce que je croyais savoir de lui. La mort de Jean s'est abattue sur moi comme un éclair par ciel clair. J'ai passé la nuit entière éveillée, assise au bord du lit, fixant le vide. Mon cœur portait un poids que je croyais impossible à supporter. 40 ans de mariage, et me voilà seule. Le lendemain matin, la maison était déjà pleine de monde. Famille, amis, voisins. Tous venaient apporter du café, du réconfort, une épaule. J'entendais leurs mots de soutien, mais rien n'avait de sens. Jean était mort, et je ne savais pas comment avancer sans lui. La veillée funèbre s'est tenue dans la petite église du village. Un lieu modeste, avec des bancs en bois et des vitraux colorés. En arrivant, j'ai vu le cercueil déjà installé au centre, entouré de couronnes de fleurs. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approchée. Le voir ainsi, sans vie, a été un choc. Beaucoup de gens étaient revenus. Jean était apprécié. Sa mort avait surpris tout le monde. Les gens me prenaient les mains, me disaient qu'il avait été un homme bon, un père et un mari exemplaire. Je hochais la tête, remerciant en silence. Mais alors, j'ai commencé à remarquer des visages inconnus. Parmi la foule, une femme aux cheveux courts et à l'air tendu se tenait près du cercueil, un mouchoir en main. Ses yeux rouges trahissaient une nuit entière de larmes. Qui était-elle? Je l'observais tandis qu'elle s'approchait lentement. En arrivant près de Jean, elle a soupiré profondément. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose. Mais elle s'est retenue. Avant que je ne puisse l'interpeller, un autre visage a attiré mon attention. Un jeune homme, une vingtaine d'années, près de la porte. Il regardait Jean avec une expression étrange, comme si un tourbillon d'émotions l'habitait. Quand il a remarqué que je l'observais, il a baissé les yeux et quitté l'église. Mon cœur s'est emballé. Quelque chose clochait. Durant toute la cérémonie, ces deux personnes sont restées dans mon esprit. Qui étaient-ils? Et pourquoi étaient-ils là? Après l'enterrement, je suis rentrée épuisée. La journée avait été longue, et tout ce que je voulais, c'était m'allonger et pleurer jusqu'à m'endormir. Mais en entrant dans le salon, j'ai trouvé ma fille aînée, Anne, assise sur le canapé, l'air préoccupé. « Maman, je peux te parler une minute ?» J'ai hoché la tête et je me suis assise à côté d'elle. « J'ai vu une femme pendant la cérémonie, » a-t-elle dit. « Je ne l'avais jamais vue. Elle avait l'air bouleversée. Tu sais qui c'est? » « Non, aucune idée. » Anne est restée pensive un instant. « Et ce jeune homme, tu as vu comment il regardait papa? » « Oui. Et j'ai le pressentiment que ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'eux. Cette nuit-là, je me suis couchée avec un poids énorme sur la poitrine. Je voulais croire qu'ils n'étaient que de vieux amis, des connaissances de passage. Mais une voix en moi murmurait que la vérité serait bien plus douloureuse, et je n'avais encore aucune idée à quel point. À l'intérieur, il y avait une photo. Jean, plus jeune, souriait. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme tenait un bébé dans les bras. Mes doigts tremblaient. J'ai regardé de nouveau. Cette femme, c'était celle des obsèques. Le choc a été si fort que j'ai senti mon corps se glacer. Ma tête s'est mise à tourner. Qui était cet enfant? Pourquoi Jean avait-il caché cette photo? Et pourquoi cette femme était-elle venue à ses funérailles, en pleurs, comme si elle avait perdu quelqu'un de très proche? Ma tête bourdonnait. J'ai pris la photo et suis descendue précipitamment. Je l'ai montrée à Anne. « Maman !» dit-elle en portant la main à sa bouche. « C'est elle.
Je savais que je devais retrouver cette femme, mais ce que j'allais découvrir allait bouleverser ma vie à jamais. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tenais cette photo. Je ne voulais pas croire ce que je voyais, mais l'image ne laissait aucun doute. Jean était là, souriant à côté de cette femme, celle du cimetière, et dans ses bras, un bébé. Mon estomac s'est retourné. Anne m'a regardé et a inspiré profondément. « Maman, c'est grave. On doit découvrir qui est cette femme. » Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi espérait que tout cela ne soit qu'un malentendu. Jean n'avait jamais rien dit. Pendant 40 ans, il avait gardé ce secret. Comment avait-il pu? J'ai passé le reste de la journée avec cette photo à la main, incapable de penser à autre chose. Chaque détail semblait me raconter une histoire que je ne connaissais pas. Le regard de Jean, sa main posée autour de la taille de la femme, ce n'était pas une simple connaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillée décidée. Je devais la retrouver. Je suis allée à l'église demander au curé s'il savait qui elle était. Il m'a regardée avec gêne, puis a répondu « Claudine, elle n'est pas d'ici, mais j'ai entendu dire qu'elle loge chez Madame le Moine, à la pension du village. » Mon cœur s'est emballé. J'ai remercié le curé et je suis partie immédiatement vers la pension. Le chemin me semblait interminable. Mes jambes étaient lourdes, comme si mon propre corps voulait m'empêcher d'y aller. En entrant, j'ai vu Madame le Moine derrière le comptoir. « Je cherche une femme qui séjourne ici. » Elle a répondu sans attendre. « Chambre numéro 5. » Je suis montée lentement, sentant la sueur couler dans mon dos. Arrivée devant la porte, j'ai respiré profondément et j'ai frappé. La femme a ouvert lentement. Elle avait les yeux rougis, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Vous me connaissez ?» ai-je demandé en lui montrant la photo. « Qui est cet enfant ?» Elle m'a fixé un moment avant de soupirer. « Je m'appelle Hélène. Cet enfant, c'est mon fils. Le monde a vacillé autour de moi. »« Votre fils ?» ai-je murmuré presque sans voix. « Oui, » a-t-elle dit, « le fils de Jean et moi. » Mes jambes m'ont lâché. Je m'attendais à entendre cela, mais aucune préparation n'aurait pu m'épargner la douleur de ces mots. Mon mari avait un autre fils, une autre famille. La vérité commençait à se dévoiler, et je n'avais encore aucune idée de tout ce qui m'attendait. Ma tête bourdonnait, mes yeux restaient fixés sur cette femme. Mais mon cœur refusait d'accepter ce que je venais d'apprendre. Jean avait un autre fils. Ce n'était pas une simple erreur de jeunesse, ni une passade. Non, c'était une double vie. Mon corps s'est affaissé. Hélène l'a compris. Elle m'a proposé une chaise et je me suis assise. Toujours cette photo entre les mains, comme un morceau de mon âme qui s'effritait. « Comment cela s'est-il passé ?» ai-je demandé d'une voix étrangère. Elle a baissé les yeux, pris une profonde respiration et commencé à parler. Elle avait rencontré Jean il y a plus de 20 ans, lors de ses déplacements professionnels dans d'autres départements. Au début, il lui disait qu'il était célibataire, lui faisait des promesses, disait qu'un jour, il serait avec elle. Mais les années passaient et les promesses restaient des mots. Quand elle est tombée enceinte, Jean lui a demandé de garder le secret. Il disait aimer l'enfant, mais qu'il ne pouvait pas abandonner sa famille. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tout ce temps, il venait te voir ? Hélène a hésité. Pas tout le temps. Mais oui, il venait. Quand il pouvait. Quand il le voulait. La colère me brûlait de l'intérieur. Jean n'avait jamais rien laissé manquer à la maison. Mais à quel prix ?
Il vous aidait financièrement? Ai-je demandé, essayant de rester calme. Oui, a-t-elle répondu tout bas. C'était comme recevoir un coup en plein ventre. Mon mari n'avait pas seulement eu un autre fils. Il l'avait soutenu pendant toutes ces années. En me cachant tout, Hélène m'a pris les mains. Claudine, je n'ai jamais voulu te blesser. Moi aussi, j'ai vécu dans le mensonge. Je me suis levée en vacillant. Il fallait que je parte, que je réfléchisse. En marchant vers la maison, 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Comment Jean avait-il pu me cacher cela si longtemps? Comment pouvait-il dormir à mes côtés chaque nuit, en menant une double vie? En arrivant, Anne a tout de suite vu mon état et a accouru vers moi. « Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Je l'ai regardée, incapable de trouver les mots. Comment lui dire que son père, qu'elle admirait tant, n'était pas celui qu'elle croyait? Ma vie venait de basculer. Je suis entrée, le cœur écrasé, la tête lourde, le souffle court. Anne me fixait, attendant une réponse. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Maman, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis assise lentement sur le canapé, les jambes faibles. J'ai regardé ma fille, et j'ai su que je ne pouvais plus rien lui cacher. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai lâché les mots qui brûlaient en moi. Ton père avait un autre fils. Le visage d'Anne s'est figé. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, comme pour assimiler l'information. Quoi? C'est impossible. Ce n'est pas vrai. J'ai fermé les yeux une seconde, puis lui ai tendu la photo. Je l'ai vue trembler en la prenant. Elle l'a regardée longtemps, en silence. Son expression est passée de l'incompréhension à la douleur. « Tu veux dire que papa t'a trompé pendant tout ce temps ?» J'ai hoché lentement la tête. On dirait bien. Anne s'est couverte le visage avec les mains. « Je n'y crois pas. Papa ne ferait jamais ça. Il t'aimait. Il nous aimait. Ces mots m'ont transpercée. Si c'était vrai, alors pourquoi nous avoir caché une chose pareille? » Anne s'est levée brusquement, faisant les 100 pas. « Non, ce n'est pas possible. Un homme qui met toujours sa famille en premier. Il ne peut pas faire ça. » Je n'avais pas de réponse. En fin d'après-midi, mes 2 autres enfants, Marc et Julie, sont arrivés. Anne était encore sous le choc lorsqu'ils sont entrés. Ils m'ont regardé, inquiet. « Que se passe-t-il » a demandé Marc. Anne m'a regardé, attendant que je parle. J'ai pris une autre inspiration, et je leur ai tout raconté. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Julie a été la première à réagir. « C'est une erreur, non ?»« Non, » ai-je dit, la voix tremblante. « J'ai vu cette femme. J'ai vu son fils. » Marc s'est passé la main dans les cheveux, furieux. « Alors cet homme qu'on a admiré toute notre vie était un menteur ?» Je voulais défendre Jean, dire qu'il était un homme bien malgré tout. Mais comment le faire maintenant? Julie s'est mise à pleurer. Je ne veux plus rien entendre. Elle a quitté le salon en claquant la porte. Anne et Marc sont restés là, figés. Ça change tout, murmura Marc, les yeux fixés au sol. Et il avait raison. Rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'arrivais plus à dormir. Les mots d'Hélène, les visages de mes enfants, tout tournait sans cesse dans ma tête. Je voulais comprendre comment Jean avait pu entretenir 2 familles sans que je m'en rende compte. D'où venait l'argent? Il disait toujours que notre budget était serré, qu'il fallait faire attention. Alors comment faisait-il? Je me suis levée avant le lever du jour et suis allée dans le bureau de Jean. Une petite pièce avec un vieux bureau en bois et une étagère remplie de livres.
J'y allais rarement, mais là, il fallait que je fouille. J'ai ouvert les tiroirs, examiné les factures, les documents du commerce. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que je tombe sur une enveloppe Kraft, bien cachée au fond du dernier tiroir. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas. J'ai regardé les dates. Des virements fréquents, des montants élevés, retirés dans une agence d'une autre ville. Mon cœur s'est emballé. Il y avait aussi un contrat d'achat immobilier. L'adresse n'était pas la nôtre. Mon estomac s'est noué. Jean avait acheté une autre maison. J'ai fermé les yeux, tentant de retenir mes larmes. Il m'avait menti pendant des années. Pendant que je comptais chaque sou pour boucler les fins de mois, il menait une seconde vie, dans une autre ville, avec une autre femme et un autre enfant. J'ai pris l'adresse et décidé que je devais voir de mes propres yeux. J'ai attendu que le jour se lève, puis j'ai appelé Anne. Je lui ai dit que j'avais besoin d'elle pour quelque chose d'important. En chemin, je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les papiers, les relevés bancaires, le contrat de la maison. Elle est restée silencieuse un long moment, digérant l'information. Alors, c'est comme ça qu'il faisait. Il avait de l'argent de côté pour eux. Un nœud dans la gorge. Nous sommes arrivés à l'adresse. Une maison simple, mais bien entretenue. Les volets étaient fermés. J'ai frappé, le cœur battant. Hélène a ouvert et s'est figée en me voyant. « Claudine !» J'ai levé les papiers. « Je veux des réponses. Maintenant. » Elle nous a laissés entrer, refermant la porte derrière nous. « Jean venait ici tous les mois, » dit-elle. Il payait les factures, s'occupait de tout. Anne regardait autour, examinant chaque détail. « Et vous n'avez jamais soupçonné qu'il avait une autre famille ?» Hélène baissa les yeux. « Au début, je croyais qu'il vous quitterait pour moi. Mais j'ai compris avec le temps qu'il n'aurait jamais le courage. J'ai senti un poids énorme m'écraser la poitrine. Combien de fois Jean était-il rentré à la maison? Avait-il regardé dans mes yeux? En me mentant? Combien de nuits avons-nous dormi côte à côte, alors qu'il cachait tout cela? J'avais envie de hurler. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il restait encore des secrets, et j'étais prête à les découvrir tous. Ma tête tournait encore. Ce compte bancaire secret, cette maison à son nom, cette autre famille qu'il soutenait depuis des années. Et malgré tout, quelque chose me disait qu'il y avait encore plus. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Le lendemain matin, je me suis assise à la table de la cuisine, les papiers étalés devant moi. Anne lisait chaque ligne avec attention. « Maman, quelque chose me dérange, » dit-elle en montrant un relevé bancaire. « Ces virements, ils sont récents. Jean est mort il y a peu. Comment ce compte peut-il encore être actif? » Mes yeux se sont écarquillés. C'était vrai. Même après sa mort, de l'argent continuait à sortir de ce compte. Mais pour aller où? J'ai regardé les documents de plus près. Un nom a attiré mon attention, inconnu. « Anne, il faut que je découvre qui est cette personne. » Le jour même, je suis allée à la banque. Le directeur m'a reçue, l'air grave. Quand j'ai demandé des explications sur le compte de Jean, il a hésité. « Madame Claudine, je suis désolée, mais ce compte a été gelé. Il fait l'objet d'une enquête. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Une enquête? Que voulez-vous dire? » Il a soupiré. « Il y a eu des mouvements suspects. Vous devriez consulter un avocat. » Je suis sortie en titubant. À la maison, j'ai tout raconté à Anne et à Marc. « Il faut qu'on sache qui est derrière tout ça, » dit Marc, analysant les papiers. «
C'est alors que Julie est entrée dans le salon avec une enveloppe à la main. « Maman, c'est arrivé aujourd'hui. C'est de l'avocat de papa. » Je l'ai prise avec les mains tremblantes. En l'ouvrant, j'ai lu les mots qui allaient à jamais bouleverser ma vie. Testament de Jean Martin. Mes yeux ont parcouru les pages en vitesse. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'était cette phrase. Tout à la fin, outre son épouse Claudine et ses enfants Anne, Marc et Julie, Jean lègue également une part de ses biens à ses autres enfants, Richard et Samuel. La feuille m'est tombée des mains. D'autres enfants. Jean n'avait pas seulement un fils hors mariage, il en avait 2. Le silence s'est abattu sur la pièce. Je croyais avoir découvert le pire. Mais la vérité dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Et désormais, il me fallait me battre pour ce qui m'appartenait. Le testament était sur la table. Les mots me fixaient, comme s'ils se moquaient de ma douleur. Mon mari, l'homme avec qui j'avais vécu 40 ans, avait prévu de partager notre héritage avec des enfants dont je n'avais jamais entendu parler. La douleur dans ma poitrine était insoutenable. Je me sentais trahie de toutes les façons possibles. Avoir une double vie ne lui suffisait pas. Il avait tout planifié. Anne lisait chaque ligne, les sourcils froncés. Marc et Julie étaient là aussi, silencieux. Le choc était encore trop grand. « Ce n'est pas possible », dit Marc en serrant le papier. « Papa ne nous aurait jamais fait ça. »« Mais il l'a fait », répondis-je, la voix à peine audible. Anne croisa les bras, inspirant fort. « Il nous faut un avocat. On ne peut pas laisser ça comme ça. » Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec notre avocat de famille. Son cabinet se trouvait dans la ville voisine. Un petit bureau envahi de dossiers jusqu'au plafond. Un homme aux cheveux gris et aux lunettes épaisses nous a reçus, sérieux. « Je suis désolé pour votre perte, Madame Claudine, » dit-il en poussant le testament vers moi. Mais Jean a tout détaillé. Les enfants qu'il a eus hors mariage ont droit à une part de l'héritage. Mon sang s'est glacé. Donc, il m'a tout caché pendant des années, mais il a pris soin qu'il reçoive quelque chose. L'avocat ajusta ses lunettes. D'un point de vue légal, ils ont les mêmes droits que vos enfants. Anne frappa la table de la main. C'est insensé. Papa ne nous a jamais donné plus que le strict nécessaire. Et maintenant on découvre qu'il entretenait une autre famille. Et qu'il leur lègue une partie de ce qui est à nous. Julie, qui était restée silencieuse jusque-là, murmura. « Et s'il y en avait d'autres ?» L'avocat nous regarda, gêné. « Nous ne savons rien de plus. Le testament ne mentionne que ces 2 enfants. Mais s'il y en a d'autres et qu'ils saisissent la justice, ils auront droit aussi. » Ma tête tournait. C'était comme si Jean me trahissait encore, même depuis la tombe. « Que pouvons-nous faire ?» demandai-je en tentant de garder mon calme. L'avocat réorganisa les documents. « Nous pouvons contester le testament. Vous pouvez invoquer que comme épouse, vous ignoriez totalement cette situation et pointer les irrégularités dans les mouvements financiers. Mais ce sera un long combat. Je n'avais plus d'énergie. Mais je devais me battre pour mes enfants. Je veux aller jusqu'au bout, dis-je fermement. Marc acquiesça. On ira jusqu'au bout, maman. Nous avons quitté le bureau avec un poids encore plus lourd. Le processus ne faisait que commencer. Et je savais déjà qu'il ne serait pas facile. Les mois ont passé comme une tempête. Le procès traînait. Chaque audience rouvrait une blessure. Je voyais mon mari être disséqué devant les juges, ses mensonges étalés au grand jour.
Les avocats des enfants qu'il avait eus hors mariage se battaient bec et ongles pour leur part. Ils soutenaient que Jean avait voulu les reconnaître et qu'ils avaient autant de droits que mes enfants. Mais moi, je savais. Jean n'avait jamais voulu que cette histoire soit révélée. Sinon, il l'aurait dite de son vivant. Chaque jour érodait un peu plus ma patience. Anne, Marc et Julie étaient à bout eux aussi. Nous avions l'impression de nous battre contre un homme qui n'était plus là. Lors d'une audience, le juge m'a demandé si je voulais proposer un accord. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé les enfants de Jean, assis en face. Ils n'étaient pas coupables. Ils étaient le résultat des erreurs de mon mari. Alors j'ai suivi mon cœur. J'ai accepté de partager une part de l'héritage, mais à une condition, que tout s'arrête là. Plus de procès, plus de secrets. Le juge a validé l'accord. La bataille était finie. Je suis sortie du tribunal, soulagée. Ce n'était pas la fin que j'aurais souhaitée, mais c'était celle qui me permettait d'avancer. Mes enfants étaient là, à mes côtés. C'était tout ce qui comptait. Les mois suivants furent ceux de la reconstruction. J'ai appris à vivre avec les vérités découvertes. J'ai compris que Jean n'était pas l'homme que je croyais, mais que ma vie ne devait pas être définie par ses mensonges. Un jour, assise sur la terrasse, j'ai regardé l'horizon et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. La paix. J'avais survécu. Et c'était là, ma plus grande victoire. La vie est pleine de surprises, certaines douces, d'autres qui nous arrachent le cœur. J'ai vécu dans un mensonge pendant 40 ans. Et quand la vérité est venue, elle m'a détruite. Mais elle m'a aussi libérée. J'ai appris que nous n'aurons pas toujours toutes les réponses, que la justice n'est pas toujours celle qu'on espère, mais avancer est la plus belle des victoires. Si vous avez écouté mon histoire jusqu'ici, c'est qu'elle a touché quelque chose en vous. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire. Peut-être connaissez-vous quelqu'un à qui c'est arrivé. Ou peut-être souhaitez-vous simplement réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, dites-moi, d'où écoutez-vous mon histoire? Écrivez-le en commentaire. J'adorerais le savoir.